Bonjour à tous. Aujourd'hui, jour pour jour, il y a 64 ans, à 13h55 précise, Camus meurt dans un tragique accident de voiture. Au-delà d'être la mort d'un homme, cet événement empêchera à jamais Camus d'achever son œuvre, et l'amour, qui devait suivre l'absurde et la révolte, ne sera jamais complètement expliqué. Après l'accident, on retrouve avec ce qui reste du philosophe le manuscrit d'un roman qui restera ainsi lui aussi inachevé, Le Premier Homme. C'est donc maintenant que nous allons terminer l'exploration de la philosophie de Camus, en découvrant ensemble la révolte. Cet épisode est la dernière partie de la série centrée sur Camus et est basée sur l'essai philosophique de Camus au sujet de la révolte, L'homme révolté. De plus, comme pour la première vidéo, vous trouverez l'ensemble des citations référencées en description et en commentaire épinglé pour ceux qui en auraient besoin. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille également, avant de regarder cette vidéo, de voir d'abord la première partie de cette série qui traite de l'absurde, car il est impossible de bien comprendre la révolte sans l'absurde. À présent, découvrons ensemble la révolte. L'homme reconnaît l'absurde. Cependant, il ne peut vivre qu'avec lui. Reconnaître l'absurde, en effet, nous l'avions vu dans la première vidéo, c'est reconnaître que rien n'a d'importance, que tout se vaut, et c'est donc également admettre l'absence de valeur, puisque celles-ci permettent justement l'instauration d'une hiérarchie des choses, des actions. Les valeurs permettent de choisir, de juger qu'il vaut mieux travailler que de ne rien faire, que l'on préfère sa mère à une inconnue, que l'on souhaite vivre au lieu de mourir. Épouser l'absurdité de l'existence, c'est donc renier tout jugement de valeur. Ainsi, l'homme pleinement absurde ne fait aucun choix. Cependant, cette attitude est inconcevable, car à partir du moment même où l'on parle, on exprime une opinion, aussi neutre soit-elle. Plus encore, l'homme absurde choisit, nous l'avions également vu, de vivre plutôt que de mourir. Mais cela signifie bien qu'il a choisi la vie. Vivre est en soi un jugement de valeur. L'absurdité, considérée comme règle de vie, est donc contradictoire. Mais alors, cela veut-il dire qu'il faut ignorer l'absurde et vivre comme s'il n'existait pas? Non. Camus compare l'absurde au doute méthodique de Descartes. Tous deux sont à la fois vrais et impossibles à vivre en pratique. Il s'agit de points de départ de la réflexion. L'absurde, comme le doute méthodique, a fait table rase. Il permet de faire le bilan de notre vie pour en tirer ensuite une attitude concrète à adopter. Ici, il s'agit de la révolte. En effet, une fois que l'absurde surgit de notre vie, que nous reste-t-il? Je crie que je ne crois à rien et que tout est absurde, mais je ne puis douter de mon cri, et il me faut au moins croire à ma protestation. La première et la seule évidence qui me soit ainsi donnée à l'intérieur de l'expérience absurde est la révolte. La révolte naît de la rencontre avec l'absurde, du spectacle de la déraison devant une condition injuste et incompréhensible. Il s'agit de la protestation de l'homme face au monde, que nous avions jugé comme étant la seule réponse à l'absurde. D'un élan aveugle revendiquant l'ordre au milieu du chaos, et l'unité au cœur même de ce qui fuit et disparaît. L'homme révolté dépasse l'homme absurde, car la révolte implique une valeur. En effet, en même temps que la répulsion à l'égard de l'intrus, il y a dans toute révolte une adhésion entière et instantanée de l'homme à une certaine part de lui-même. Et, puisqu'il adhère, il fait un choix, ce qui implique que l'homme révolté possède une valeur. En constatant l'absurde, l'homme se rend compte qu'il est esclave du monde. Cette prise de conscience entraîne un rejet, l'explication détaillée est dans la première vidéo, du monde et de notre condition d'homme et une volonté d'émancipation, de libération. Ainsi, de même que l'esclave rebelle rejette sa condition et, en attendant la libération finale, se considère et se définit comme un rebelle, l'homme révolté rejette sa condition d'homme et se définit par sa révolte. La seule différence étant que le révolté ne peut espérer, nous l'avions vu, de libération. Ce qui était d'abord une résistance irréductible de l'homme devient l'homme tout entier, qui s'identifie à elle et s'y résume. L'homme révolté se définit, se réduit donc à sa révolte. Certes, mais cela ne nous éclaire pas sur la cause de celle-ci. En revanche, elle nous montre son importance pour l'homme qui, une fois révolté, sacrifie tout et va jusqu'à s'identifier à sa révolte. La révolte devenant en un sens l'identité de l'homme révolté, il la proclame préférable à tout, même à la vie. Il se jette dans ce que Camus appelle le tout ou rien, c'est-à-dire ce que l'on défend ou la mort.
Cela ne veut pas dire que l'homme révolté se suicide s'il se rend compte que sa révolte n'aboutit pas. Nous avions vu que de toute façon, il n'y a pas de victoire possible face à l'absurde. Cela signifie simplement qu'il vivra toute sa vie révolté et que ce mouvement de révolte peut, non volontairement, car le suicide est, nous l'avions également vu, le contraire de la révolte, entraîner la mort à laquelle il est de toute façon préparé. Et cette notion de tout ou rien apporte une subtilité essentielle à la révolte qui jusqu'à présent se contentait d'être une impression individuelle d'un homme face à l'absurde, son sentiment d'universalité. En effet, lorsque l'on est prêt à accepter la mort pour une cause, cela signifie que l'on considère qu'elle dépasse notre propre vie, qu'elle a plus d'importance que celle-ci et concerne l'humanité tout entière. Le surgissement du tout ou rien montre que la révolte, bien qu'elle naisse dans ce que l'homme a de plus strictement individuel, sa conscience et son esprit, met en cause la notion même d'individu. Si l'individu en effet accepte de mourir et meurt à l'occasion dans le mouvement de sa révolte, il montre par là qu'il se sacrifie au bénéfice d'un bien dont il estime qu'il dérobe sa propre destinée. S'il préfère la chance de la mort à la négation de ce droit qu'il défend, c'est qu'il place ce dernier au-dessus de lui-même. Il agit donc au nom d'une valeur, encore confuse, mais dont il a le sentiment au moins qu'elle lui est commune avec tous les hommes. L'homme révolté se révolte au nom d'une chose insaisissable et mystérieuse, commune à l'humanité, qui lie entre tous les hommes et donne à l'humanité sa valeur et sa dignité. En cela, Camus est humaniste. L'homme révolté est, comme toute l'humanité, plein d'amour. Il en consacrait une grande partie à Dieu, mais puisque celui-ci est nié, l'amour que l'homme lui consacrait devient sans emploi. De plus, l'homme, désormais face à l'absurde, ne donne plus aucune intention à un idéal abstrait et vain. Toute son attention, et donc tout son amour, se dirige donc vers l'être humain, au nom d'une généreuse complicité, car il lui ressemble profondément. L'homme révolté se dresse face au monde pour affirmer la dignité de l'homme. Apparemment négative puisqu'elle ne crée rien, la révolte est profondément positive puisqu'elle révèle ce qui, en l'homme, est toujours à défendre. La révolte se fait au nom de la solidarité humaine face au monde déraisonnable. Alors qu'avec l'absurde, l'homme est seul, la révolte affirme la solidarité entre les hommes, et cette solidarité justifie à son tour la révolte. La solidarité des hommes se fonde sur le mouvement de révolte, et celui-ci à son tour ne trouve de justification que dans cette complicité. Fort de cette considération, il est possible d'affirmer que toute prétendue révolte qui se permet de porter atteinte à la solidarité des hommes ne peut porter le nom de révolte. Loin de diviser l'humanité selon des races ou des classes sociales, la révolte affirme au contraire l'unité, la solidarité de l'humanité face au monde.